History Secrets. Il existe un moment dans l'histoire où un empire cesse d'agir avec stratégie et commence à agir par impulsion. C'est exactement ce que de nombreux analystes estiment être en train de se produire avec les États-Unis. L'idée que tout pourrait revenir à ce qu'il était auparavant, au scénario de 2020, ne tient plus. Même s'il y a des changements politiques internes, la logique impériale tend à se maintenir. Cela ne concerne pas seulement les gouvernements, mais des intérêts structurels. Et, dans ce nouveau contexte, quelque chose de fondamental commence à se fissurer. La relation avec les alliés. Pendant des décennies, les États-Unis ont maintenu leur influence mondiale non seulement par la force militaire, mais par la construction d'alliances stratégiques. Ces alliances reposaient sur des intérêts communs, même si elles étaient souvent justifiées par des valeurs partagées. Aujourd'hui, cette logique semble se dissoudre. À la place de la stratégie, l'idéologie apparaît. À la place du calcul géopolitique, émergeant des décisions impulsives, guidées par l'apparence et la démonstration de puissance. Et cela a des conséquences. L'une des plus évidentes est la perception croissante que la puissance américaine ne s'étend plus, mais se replie. Ce que nous voyons n'est pas seulement un usage plus agressif de la force, mais un changement de comportement. Un empire qui évitait autrefois les actions directes, privilégiant l'influence indirecte, agit désormais de manière explicite, presque théâtrale. Un exemple souvent cité est l'opération au Venezuela. La capture d'un chef d'État, son exposition publique comme trophée politique et la destruction de symboles nationaux n'étaient pas seulement des actes militaires. C'étaient des gestes chargés de sens. Des gestes qui, au lieu de consolider le pouvoir, pourraient détruire des ponts de manière irréversible. Car il existe une règle non écrite en géopolitique. Vous pouvez renverser un gouvernement, mais vous ne pouvez pas humilier une nation sans en payer le prix. En capturant et en exposant un dirigeant, on ne touche pas seulement l'individu. On atteint le peuple qu'il représente. On atteint l'identité nationale. Et cela génère quelque chose de bien plus dangereux qu'une résistance politique. Cela génère un ressentiment collectif. Ce type d'action marque une rupture importante. Pendant des décennies, les États-Unis ont évité ce type d'approche directe précisément parce qu'ils en comprenaient les conséquences. Ils préféraient opérer en coulisses, influencer les élites, financer des changements internes, façonner les récits. C'était ce qu'on appelait le soft power. Corruption, diplomatie, propagande, infiltration. Des outils silencieux mais extrêmement efficaces. Mais aujourd'hui, cette logique semble avoir été abandonnée. À sa place, apparaît la nécessité de démontrer la force de manière visible. De créer des images qui renforcent l'idée de domination. De transformer les actions géopolitiques en spectacle. Et c'est précisément là que de nombreux analystes identifient un schéma historique. Les empires en ascension pensent à long terme. Les empires en déclin pensent à l'impact immédiat. Lorsqu'un empire commence à sacrifier la stratégie au profit de l'apparence, cela indique généralement quelque chose de plus profond. La perte de contrôle de soi. La perte de capacité d'anticipation. Et, peut-être plus important encore, la perte d'humilité. Car l'arrogance est souvent le dernier stade avant l'effondrement. Et ce schéma n'est pas nouveau. Tout au long de l'histoire, les empires en déclin ne se contentent pas d'affronter leurs ennemis. Ils commencent à antagoniser leurs propres alliés. Ils exploitent ceux qu'ils protégeaient auparavant. Le résultat est prévisible. Isolement. Et, à terme, résistance globale. À court terme, ces actions peuvent sembler efficaces. Elles peuvent donner une impression de contrôle absolu. Elles peuvent créer l'illusion que le pouvoir reste incontesté. Mais à long terme, elles sèment les graines de quelque chose de bien plus vaste. Une réaction coordonnée. Un mouvement d'opposition qui n'apparaît pas immédiatement, mais qui croît silencieusement. Et lorsque ce mouvement finit par se manifester, il est déjà trop tard pour le contenir. Il existe un concept utilisé par certains penseurs pour décrire ce type de comportement, le micromilitarisme. L'idée est simple, mais profondément révélatrice. Lorsqu'un empire commence à perdre sa position mondiale, il cherche des victoires rapides contre des cibles plus faibles. Non pas parce que cela modifie l'équilibre réel du pouvoir, mais parce que cela aide à préserver l'image de force. C'est une forme de compensation. Une tentative de masquer le déclin à travers des démonstrations visibles de domination. Et, dans ce contexte, des actions comme l'intervention au Venezuela prennent un nouveau sens. Ce ne sont pas seulement des décisions stratégiques isolées. Ce sont des symptômes d'un schéma plus large.
Un schéma où l'apparence devient plus importante que la conséquence. Car, du point de vue strictement géopolitique, cette logique soulève des questions. Même si un dirigeant est impopulaire, il représente toujours un État souverain. Et agir contre lui de cette manière dépasse toute évaluation individuelle. Le message envoyé ne concerne pas un seul dirigeant. Il concerne tous les pays qui observent. En Amérique du Sud, ce type d'action tend à produire un effet spécifique. L'unification. Des pays qui, historiquement, ont de profondes différences peuvent, face à une menace extérieure commune, trouver un point de convergence. La méfiance augmente. La perception change. Et ce qui était auparavant perçu comme une puissance stabilisatrice commence à être vu comme un agent d'instabilité. Cela modifie complètement le jeu. Car les alliances ne se construisent pas seulement sur des intérêts économiques. Elles reposent sur la confiance. Et la confiance, une fois brisée, est rarement restaurée. Dans le même temps, ce changement ne se limite pas à l'Amérique du Sud. Il résonne à l'échelle mondiale. Afrique, Europe, Asie. Chaque région observe, interprète et ajuste sa propre stratégie. Et peu à peu, un nouveau récit se forme. Celui selon lequel les États-Unis n'opèrent plus comme un leader mondial, mais comme un acteur imprévisible. Et l'imprévisibilité, sur la scène internationale, est un facteur de risque. Car elle oblige tous les autres acteurs à se préparer au pire. Cela accélère un processus déjà en cours. L'éloignement progressif. Les pays commencent à diversifier leurs alliances, à réduire leurs dépendances, à chercher des alternatives. Et ce mouvement, une fois lancé, est rarement inversé. Il existe aussi un élément psychologique important dans ce processus. La manière dont les décisions sont prises. Selon l'analyse présentée, il existe une différence significative entre comprendre la réalité et tenter de la modeler à travers la perception. Dans certains cas, la direction agit comme s'il suffisait de créer un récit convaincant pour qu'il devienne réel. Comme si la répétition et l'exposition suffisaient à transformer une idée en réalité concrète. Cette logique peut fonctionner dans des environnements contrôlés, à la télévision, dans la politique intérieure. Mais sur la scène internationale, elle rencontre des limites. Parce qu'il existe des facteurs qui ne peuvent pas être ignorés. La géographie, les ressources, la capacité militaire, les intérêts nationaux, et surtout, la réaction des autres acteurs. Ignorer ces variables ne les fait pas disparaître. Cela ne fait qu'augmenter le risque d'erreur. Et lorsque ces erreurs se produisent à l'échelle mondiale, leurs conséquences ne sont pas isolées. Elles s'accumulent, s'amplifient, et finissent par devenir impossibles à contrôler. C'est à ce moment qu'émerge une question centrale. Dans quelle mesure ces décisions font-elles partie d'une stratégie plus large? Ou sont-elles le résultat d'une vision déformée de la réalité? La réponse n'est pas simple. Mais les signes commencent à devenir plus évidents. L'idée que retirer un dirigeant suffit à transformer complètement un pays. Comme si la structure d'une nation était concentrée en une seule personne. Comme si, en supprimant cet élément, tout le système s'effondrait automatiquement. Mais la réalité est généralement plus complexe. Les États ne sont pas seulement des dirigeants. Ce sont des institutions, une culture, une identité collective, des structures de pouvoir qui vont bien au-delà d'un individu. Et lorsque cette complexité est ignorée, le résultat suit rarement le plan initial. Dans le cas analysé, cette logique semble avoir été poussée à l'extrême. La capture d'un chef d'État n'a pas été accompagnée d'une transition structurée. Il n'y a pas eu de remplacement clair. Il n'y a pas eu de plan cohérent de réorganisation. L'attente implicite était que tout s'effondre simplement. Mais cela soulève une question inévitable. Que se passe-t-il lorsque le système ne s'effondre pas? La réponse est souvent une instabilité prolongée. Parce que retirer le sommet sans réorganiser la base crée un vide. Et les vides en politique internationale restent rarement vides longtemps. Ils sont remplis par des luttes internes, par des forces extérieures, par des conflits qui s'intensifient précisément à cause de l'absence de contrôle central. Et cela transforme une action ponctuelle en un problème continu. Dans le même temps, un autre élément est discuté. La manière dont le pouvoir se perçoit lui-même. Il existe une vision selon laquelle démontrer la force de manière visible suffit à garantir l'obéissance. Comme si l'impact psychologique pouvait remplacer la nécessité d'une structure. Cette logique dépend toutefois d'une condition spécifique, que les autres acteurs acceptent cette démonstration comme légitime. Mais lorsque ce n'est pas le cas, l'effet peut être exactement l'inverse. Au lieu de la soumission, la résistance apparaît. Au lieu de l'alignement, l'opposition émerge.
Et cela redéfinit complètement le scénario. Il existe aussi une analogie intéressante qui aide à comprendre ce comportement. La comparaison avec l'univers du divertissement. L'idée que les actions politiques peuvent être conduites comme des événements à forte visibilité, où l'impact immédiat compte davantage que la cohérence à long terme. Dans ce contexte, les décisions sont prises non seulement pour leur effet réel, mais pour la manière dont elles seront perçues, pour leur impact visuel, pour le récit qui sera construit. Mais il existe une limite claire à cette approche. Parce que le monde réel ne répond pas comme un scénario. Il n'existe pas de contrôle absolu sur les réactions. Il n'existe aucune garantie que le récit sera accepté. Et lorsque cet écart entre perception et réalité devient trop grand, les erreurs commencent à s'accumuler. La confiance diminue. Et la marge de manœuvre se réduit rapidement. Cela nous mène à un point critique de l'analyse. La distinction entre pouvoir réel et pouvoir perçu. Un empire peut sembler fort, alors que ses bases s'affaiblissent. Il peut démontrer du contrôle, tout en perdant silencieusement de l'influence. Et cette différence n'est pas toujours visible à court terme. Mais avec le temps, elle devient impossible à ignorer. À mesure que ce scénario se développe, une autre couche d'analyse commence à émerger. L'expansion simultanée des conflits. Non pas en un seul point, mais dans plusieurs régions à la fois. Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique, Asie. La présence militaire s'intensifie. Les opérations se multiplient. Et la logique qui semble guider ces actions est la même. Étendre l'influence avant un moment décisif. Ce moment, selon l'analyse présentée, aurait un jalon spécifique. Une négociation directe avec la Chine. Mais, pour atteindre ce point avec un avantage, il serait nécessaire de consolider le pouvoir dans d'autres régions. De démontrer du contrôle. De créer une position de force pouvant être utilisée comme levier. Et cela explique l'accélération. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'agir, mais d'agir vite. Dans cette logique, le Laïga Sud Global UE assume un rôle central. Contrôler cette région signifierait influencer des ressources stratégiques, des routes commerciales et des alliances émergentes. Et en même temps, exercer une pression directe sur les puissances concurrentes. Mais il existe un problème structurel dans cette approche. Chaque action génère une réaction. Et plus le nombre de fronts ouverts est élevé, plus la complexité de gestion augmente. Cela nous mène à un concept classique de la géopolitique. La surcharge impériale. Un empire peut disposer d'une grande puissance militaire, mais cela ne signifie pas qu'il puisse soutenir plusieurs conflits simultanément sans conséquence. Les ressources sont finies, la tension stratégique est limitée, et surtout, l'usure s'accumule. C'est à ce moment qu'intervient l'un des éléments les plus imprévisibles de toute l'équation. La réponse de la Chine. Contrairement à d'autres puissances, la Chine fonctionne avec plusieurs courants internes de pensée stratégique. Il n'existe pas une seule vision dominante, mais un éventail de possibilités constamment débattues. Certains défendent un alignement plus étroit avec la Russie. D'autres préfèrent une position plus équilibrée, évitant une dépendance excessive à un seul camp. Et cette division interne rend toute prévision extrêmement incertaine. Parce que la décision finale ne sera pas uniquement externe. Elle sera aussi le résultat de dynamiques internes, d'évaluation économique, de calcul de risque, et d'une lecture du contexte global au moment précis. Cela signifie que le résultat n'est pas prédéterminé, et que son impact, lui, le sera. Car, quel que soit le choix, il influencera directement les années à venir, peut-être même la prochaine décennie. Il existe cependant une possibilité évoquée, celle qu'un grand accord soit conclu. Un accord qui, à première vue, pourrait suggérer une stabilité, mais qui, en pratique, ne modifierait pas la trajectoire principale. Parce que les accords n'éliminent pas les tensions structurelles. Ils les réorganisent simplement. Et, dans certains cas, ils les intensifient même silencieusement. Cela crée une situation paradoxale. Même avec des négociations, même avec des avancées diplomatiques apparentes, le système global peut continuer à évoluer vers le conflit. Non pas à cause d'une erreur ponctuelle, mais en raison d'une incompatibilité structurelle. Et lorsque des systèmes entrent en conflit à ce niveau, les conséquences ne sont pas localisées, elles sont globales. Dans cette dynamique, un point se distingue comme un possible centre de convergence. L'Iran. Tout au long de l'analyse, il apparaît non seulement comme un autre foyer de tension, mais comme un objectif stratégique final. Un point où plusieurs lignes de conflit peuvent se croiser. Et cela change complètement le niveau de risque. Parce que, contrairement à d'autres scénarios, une escalade en Iran ne serait pas isolée. Elle impliquerait directement d'autres puissances,
la Russie, possiblement la Chine, et divers acteurs régionaux aux intérêts profondément enracinés. Il existe une différence fondamentale entre des opérations ponctuelles et des invasions à grande échelle. Les frappes aériennes peuvent avoir un impact. Elles peuvent affaiblir des structures. Mais elles parviennent rarement à transformer complètement un régime. Une invasion terrestre, en revanche, exige bien davantage. Des ressources massives, une logistique prolongée, et la volonté de soutenir un conflit sur une durée indéterminée. Dans le cas de l'Iran, cette complexité est encore plus grande. Le pays possède une population importante, une géographie difficile, et une capacité militaire qui ne peut être ignorée. Cela rend toute tentative d'intervention directe extrêmement risquée. Mais, malgré cela, cette possibilité est envisagée. Non pas nécessairement selon une logique stratégique traditionnelle, mais à travers une combinaison de facteurs. Pression externe, intérêt politique, et, surtout, la recherche de gains immédiats. Il existe également une composante moins visible, mais tout aussi importante. Le processus de préparation indirecte. Avant toute action à grande échelle, on observe une intensification de mouvements internes. Inscience, instabilité économique, soutien à des groupes dissidents, opérations clandestines. Ces éléments ne confirment pas une intervention imminente, mais ils indiquent un environnement en cours de transformation, un scénario en préparation. Et cela renforce la perception que le conflit, s'il se produit, ne sera pas soudain. Il sera le résultat d'une construction progressive. Dans le même temps, une question critique émerge. Le moment de la décision. Si une action de cette ampleur doit être menée, quand se produira-t-elle? Selon l'analyse, 2026 pourrait représenter une phase d'accélération. Une période où les tensions augmentent, les mouvements s'intensifient et les positions se définissent. Mais le point culminant pourrait venir après. Peut-être en 2027. Cette distinction est importante, car elle indique que tous les événements décisifs ne se produisent pas immédiatement après leur préparation. Certains nécessitent une maturation, un alignement de facteurs, et souvent, une fenêtre spécifique d'opportunité. Tout cela mène à une conclusion provisoire. Le scénario global ne se transforme pas seulement. Il se compresse. Des événements qui, auparavant, auraient pris des années à se développer semblent désormais se produire sur des cycles beaucoup plus courts. Les décisions s'accumulent, les conséquences se superposent, et la marge d'erreur diminue drastiquement. Dans ce type d'environnement, de petites décisions peuvent produire des effets disproportionnés, et les grandes décisions peuvent redéfinir complètement l'équilibre mondial. À mesure que ces tensions s'accumulent, un autre aspect commence à gagner en importance. La manière dont le pouvoir est exercé, non seulement dans les actions concrètes, mais dans la logique qui les sous-tend. Selon certaines analyses, les décisions stratégiques seraient guidées moins par une analyse structurée, et davantage par la perception immédiate, par l'image, par l'impact, comme si l'objectif principal était de démontrer la puissance, indépendamment des conséquences à long terme. Et cela crée un décalage dangereux, parce que l'exercice du pouvoir exige de la cohérence, exige un minimum de prévisibilité, exige une compréhension des limites. Sans cela, ce qui reste, c'est l'improvisation. L'un des points les plus critiques de cette analyse réside dans l'idée de surcharge. Ouvrir plusieurs fronts d'action simultanément peut sembler, au départ, une démonstration de domination. Mais, en pratique, cela tend à produire l'effet inverse. Dispersion des ressources, difficulté de coordination, augmentation du risque d'erreur, et surtout, usure continue. Dans l'histoire, ce schéma se répète. Les empires qui s'étendent au-delà de leur capacité de soutien finissent par entrer dans un cycle d'affaiblissement progressif. Non pas par manque de puissance initiale, mais par incapacité à gérer cette puissance efficacement. Il existe également un facteur diplomatique qui ne peut être ignoré. La confiance. Les relations internationales reposent en grande partie sur la cohérence. Lorsqu'un pays oscille constamment entre rapprochement et confrontation, entre coopération et menace, il devient difficile à interpréter. Et, avec le temps, il cesse d'être pris au sérieux. Les partenaires hésitent, les adversaires s'adaptent, et l'espace pour de véritables négociations se réduit. Cela ne signifie pas que l'influence disparaît immédiatement, mais elle devient instable. Et une influence instable est, par définition, fragile.
Dans ce contexte, une comparaison intéressante émerge. L'idée que la direction fonctionne comme une structure orientée par des intérêts propres, plus proche d'une logique transactionnelle qu'institutionnelle. Les décisions sont évaluées non seulement selon leur impact collectif, mais aussi selon leurs bénéfices individuels, selon l'avantage immédiat, selon leur capacité à générer des gains spécifiques, même temporaires. Cette approche peut produire des résultats rapides, mais elle construit rarement de la stabilité. Parce que la stabilité exige un engagement à long terme, exige un alignement entre le discours et l'action, exige une confiance mutuelle. Et ces éléments ne peuvent pas être remplacés par des démonstrations ponctuelles de force. Le résultat est un environnement de plus en plus imprévisible, où chaque mouvement doit être constamment réévalué, où les alliances deviennent volatiles, et où le risque d'escalade reste toujours présent. Cela nous conduit à une perception plus large. Le système international pourrait entrer dans une phase de transition, une période où les anciennes structures cessent de fonctionner, mais où les nouvelles ne sont pas encore pleinement définies. Et les périodes de transition sont, historiquement, les plus instables. Parce que c'est à ce moment-là que les règles changent. Et lorsque les règles changent, le comportement des acteurs change aussi. S'il existe un point où toutes ces lignes convergent, il pourrait être plus proche qu'il n'y paraît. Pas nécessairement dans un événement isolé, mais dans une séquence de décisions qui, ensemble, définissent une nouvelle direction. Au fil de l'analyse, un moment spécifique est mis en avant. Une rencontre. Une négociation. Un point où deux grandes puissances pourraient redéfinir, même temporairement, l'équilibre mondial. Mais qu'est-ce qui est réellement en jeu dans ce type de rencontre? À première vue, l'idée d'un accord peut suggérer la stabilité. La perception que les tensions peuvent être réduites, que les intérêts peuvent être alignés, que les conflits peuvent être évités. Mais, dans des scénarios complexes, les accords sont rarement des solutions définitives. Ce sont des ajustements, des réorganisations, des redistributions d'influence. Et souvent, ils ne font que retarder des conflits qui restent latents. Parce que les causes structurelles demeurent. La compétition pour les ressources, la lutte pour l'influence, les divergences idéologiques, et surtout, des intérêts qui ne sont pas pleinement compatibles. Il existe une métaphore qui aide à illustrer ce type de situation. Lorsque de grandes forces se mettent en mouvement, l'impact ne se limite pas à elles. Tout ce qui les entoure est affecté. Même lorsqu'il y a coopération, les effets sur les autres peuvent être tout aussi profonds. Parce que le système n'est pas statique. Il réagit, s'adapte, et dans certains cas, subit les conséquences sans participer directement aux décisions. Cela soulève une réflexion importante. Que se passe-t-il pour ceux qui ne sont pas au centre de ces négociations? Les nations plus petites, les régions périphériques, les sociétés qui bien souvent sont impactées sans avoir d'influence sur le processus. La réponse n'est pas simple. Mais l'histoire suggère un schéma. Dans les moments de reconfiguration globale, les effets tendent à se propager de manière inégale. Certains se renforcent, d'autres deviennent plus vulnérables. Et beaucoup doivent simplement s'adapter rapidement pour survivre. En revenant au scénario plus large, une conclusion commence à se dessiner. Le monde ne se dirige pas seulement vers un conflit potentiel. Il traverse une transformation structurelle, un réagencement des forces, une redéfinition des rôles. Et ce type de transformation ne se produit pas de manière linéaire. Il implique des avancées et des reculs, des accords et des ruptures, des moments de stabilité suivis de nouvelles tensions. Face à cela, la question la plus pertinente n'est peut-être pas de prévoir exactement ce qui va se passer, mais de comprendre le type de processus en cours. Un processus dans lequel des décisions à court terme peuvent générer des conséquences à long terme, dans lequel l'apparence de force peut masquer des fragilités internes, et dans lequel la vitesse des événements réduit la capacité de correction. Au final, l'analyse ne pointe pas vers une seule certitude, mais vers un ensemble de possibilités, des scénarios qui dépendent de choix encore non faits, de réponses encore indéfinies, et de facteurs qui continuent d'évoluer. Peut-être que le véritable point de bascule ne réside pas dans un seul événement, mais dans la somme de tous, dans la manière dont ils se connectent, dans la façon dont ils s'amplifient, et dans le moment où ils cessent d'être réversibles. Parce que, lorsque ce moment arrive, l'histoire ne peut plus revenir en arrière. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste,
Ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. L'histoire des grandes puissances est rarement déterminée uniquement par des guerres extérieures. Très souvent, le destin d'une nation dépend de quelque chose de bien plus profondant. De la manière dont elle organise sa propre société. Et des valeurs qu'elle décide de placer au centre de son identité collective. Selon une interprétation controversée présentée dans certains débats géopolitiques récents, la Russie fait face exactement à ce type de dilemme. Un dilemme civilisationnel. Un choix entre deux modèles de société. D'un côté, le modèle du consommateur. De l'autre, le modèle du guerrier. Dans cette interprétation, le consumérisme moderne crée une société extrêmement confortable, mais aussi profondément passive. Les individus commencent à organiser leur vie autour du confort, du divertissement et de la prospérité matérielle. Acheter, voyager, consommer, chercher la sécurité individuelle. Cette structure sociale crée de la stabilité. Mais elle peut aussi réduire la disposition au sacrifice collectif. Dans cette logique, une critique radicale apparaît. Une société excessivement consumériste peut perdre sa capacité de mobilisation. Lorsque des crises existentielles surgissent, ces citoyens peuvent hésiter à défendre le système, ou simplement préférer préserver leur propre confort. C'est à ce moment qu'émerge le concept du « is-guerrien ». Le guerrier représente une mentalité complètement différente. Il ne s'agit pas seulement d'un soldat, mais d'un individu qui croit pouvoir façonner le cours de l'histoire. Un individu prêt à sacrifier son confort personnel pour des objectifs collectifs. Dans cette vision, la guerre commence à jouer une fonction sociale, une fonction disciplinaire, une manière de créer une cohésion nationale. Structure, sens et but. Certains défenseurs de cette interprétation soutiennent que les conflits peuvent renforcer certains aspects d'une société. Ils mobilisent les ressources, créent de l'unité et imposent une discipline collective. La guerre, dans ce sens, cesse d'être seulement un instrument de conquête territoriale et commence à être vue comme un mécanisme de transformation sociale. Cette lecture est souvent associée à ce que certains analystes appellent le Hensputinisme, une idée selon laquelle la Russie devrait s'organiser comme une civilisation guerrière, en opposition au modèle libéral occidental. Dans ce modèle, la guerre continue n'est pas seulement une stratégie externe, mais aussi un instrument interne, un mécanisme pour revitaliser la société. Cette vision suggère que des conflits contrôlés et localisés pourraient discipliner une nation. De petites guerres, des conflits régionaux, des opérations militaires limitées. Tout cela servirait à maintenir la société mobilisée, sans provoquer de destruction totale. Selon cette interprétation, les guerres de grande échelle seraient trop dangereuses, surtout dans un monde doté d'armes nucléaires. C'est pourquoi l'accent serait mis sur des conflits régionaux, limités, gérables, des conflits capables de mobiliser la société sans déclencher des catastrophes mondiales. Cette idée, cependant, soulève une série de questions. Premièrement, si une société dépend constamment de la guerre pour maintenir sa cohésion, elle peut entrer dans un cycle dangereux. L'économie commence à tourner autour du conflit. La politique devient dépendante de la mobilisation militaire. Et la stabilité interne devient de plus en plus liée à l'existence d'ennemis extérieurs. Ce type de système peut devenir autosuffisant, mais aussi extrêmement instable. Parce que chaque guerre exige des ressources financières, des ressources humaines, des ressources industrielles. Avec le temps, le coût accumulé peut devenir énorme.
Et cela peut générer une dynamique similaire à un système pyramidal. Chaque conflit exige de nouvelles ressources. Et ces ressources doivent souvent être obtenues par de nouvelles expansions, de nouvelles guerres, de nouveaux territoires. L'histoire offre des exemples clairs de ce processus. L'Allemagne nazie, par exemple, a étendu son territoire à travers des campagnes militaires successives. Chaque conquête fournissait des ressources temporaires, mais exigeait aussi de nouvelles expansions pour soutenir le système. Ce cycle a fini par conduire à un conflit mondial dévastateur. Une autre question importante concerne le leadership politique. Une société fortement militarisée dépend généralement de figures centrales d'autorité. Des leaders capables de maintenir différents groupes unis, de contrôler les généraux et de coordonner la mobilisation nationale. Mais cette structure possède un point faible. La succession. Que se passe-t-il lorsqu'un leader extrêmement dominant disparaît? Qui prend le contrôle? Et comment éviter des conflits internes entre factions militaires ou politiques? Cette question devient particulièrement pertinente dans des systèmes politiques hautement centralisés, lorsque une grande partie de la stabilité dépend de l'autorité d'une seule figure. L'absence de ce leader peut ouvrir la voie à des conflits internes, des rivalités entre élites, ou même à une fragmentation de l'État. C'est pourquoi certains analystes affirment que la plus grande faiblesse des systèmes basés sur un leadership personnaliste est justement l'après-leadership. Quand un leader fort est au pouvoir, l'unité peut sembler solide. Mais lorsqu'il disparaît, des tensions accumulées peuvent émerger rapidement. Dans le cas de la Russie contemporaine, cette question apparaît fréquemment dans les discussions stratégiques. Le système politique actuel est profondément associé à la figure de Vladimir Poutine. Son autorité, son expérience et son contrôle sur les élites politiques jouent un rôle central dans la stabilité du régime. Mais l'histoire montre qu'aucun leader ne reste éternellement. Et lorsque les systèmes politiques dépendent excessivement d'une seule figure, la transition du pouvoir peut devenir extrêmement délicate. Ce type de transition a déjà provoqué des crises graves dans de nombreux pays à travers l'histoire. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un effondrement soit inévitable. Les États peuvent développer des institutions capables de gérer les successions, créer des mécanismes de continuité et éviter les conflits internes. Mais plus un système politique est personnaliste, plus le risque tend à être élevé lors des moments de transition. C'est peut-être pour cela que la question centrale sur l'avenir de la Russie reste ouverte. Une société basée sur une mobilisation permanente peut-elle maintenir une stabilité à long terme? Ou cette structure crée-t-elle inévitablement des tensions internes difficiles à contrôler? La réponse n'est pas encore claire. Mais une chose est certaine. Comme cela s'est produit avec d'autres puissances au cours de l'histoire, le véritable test d'un système politique se produit rarement à son apogée. Il se produit pendant les transitions, pendant les moments de changement, pendant les périodes où de nouveaux leaders doivent assumer des responsabilités. Et c'est précisément dans ces moments que le destin d'une nation peut être redéfini. Pour comprendre pleinement cette théorie du es utinis meg, il est nécessaire d'examiner de plus près la logique interne de cette pensée. Car, dans cette interprétation, la guerre cesse d'être seulement un instrument de politique extérieure. Elle commence à être perçue comme un mécanisme d'ingénierie sociale, un outil capable de transformer la nature même d'une société. L'idée centrale est relativement radicale. Les sociétés modernes basées sur la consommation tendent à devenir passives. Les individus commencent à organiser leur vie autour du confort personnel. Carrière, divertissement, stabilité économique. Tout cela crée de la prospérité, mais peut aussi réduire la disposition au sacrifice collectif. Selon cette lecture, ce type de société peut perdre sa capacité à faire face à des crises existentielles. Lorsqu'elle est confrontée à des menaces extérieures, la priorité de l'individu tend à être de préserver sa propre sécurité, et non de défendre le système collectif. C'est précisément là qu'apparaît le concept du Hilfsguerrien. Le guerrier représente l'opposé du consommateur. Il ne vit pas uniquement pour lui-même. Il croit que ses actions peuvent influencer le destin de sa nation. Il accepte les risques, accepte les sacrifices, et, dans des cas extrêmes, accepte même sa propre mort au nom d'un objectif collectif. Pour illustrer cette logique,
Certains penseurs utilisent des expériences mentales. Imaginez un groupe de personnes isolées dans un environnement hostile. Une île, par exemple. Dans cet endroit, tous font face à une menace commune. Une menace capable de détruire l'ensemble du groupe. Dans ce type de situation, les rivalités individuelles disparaissent rapidement. Les individus commencent à coopérer, à travailler ensemble, à se défendre mutuellement. Le danger crée l'unité. Dans cette logique, la guerre peut fonctionner comme un catalyseur social. Elle impose de la discipline, crée des structures de coopération et génère un fort sentiment de finalité collective. Même la mort acquiert une signification symbolique. L'individu qui meurt au combat peut être perçu comme un héros, comme quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour le bien de la communauté. Cette manière de penser n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, de nombreuses civilisations ont profondément valorisé l'idéal du guerrier. Sparte, Rome, diverses sociétés médiévales. Dans tous ces cas, la guerre jouait un rôle central dans l'organisation sociale. Cependant, cette vision contient également des contradictions profondes, car une société mobilisée en permanence pour la guerre fait face à d'énormes défis. Premièrement, le coût économique. Maintenir une économie de guerre exige des ressources massives, des industries dédiées à la production militaire, de vastes contingents de soldats, des investissements constants en armement. Deuxièmement, le coût humain. Même des guerres limitées entraînent des pertes, des soldats morts, des familles affectées, et communautés impactées. Avec le temps, ces coûts peuvent s'accumuler. Troisièmement, le risque d'escalade. Les guerres restent rarement parfaitement contrôlées. Les conflits locaux peuvent s'étendre. Des alliances peuvent être activées. Des rivalités régionales peuvent s'intensifier. Ce risque est devenu encore plus grave à l'ère nucléaire. Aujourd'hui, les grandes puissances disposent d'arsenaux capables de détruire des civilisations entières. C'est pourquoi les conflits directs entre puissances nucléaires sont considérés comme extrêmement dangereux. Une escalade incontrôlée pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la planète. C'est pour cette raison que certaines stratégies modernes cherchent à limiter les guerres à des conflits régionaux. Des conflits petits, localisés, gérables, des conflits pouvant être contenus sans déclencher de réaction en chaîne. Mais même ce type de stratégie comporte des risques, car chaque guerre génère de nouvelles tensions, de nouveaux ressentiments, de nouveaux cycles de rivalité. En outre, il existe une autre contradiction importante au sein même de l'idée de société guerrière. Une société militarisée peut produire des citoyens disciplinés et mobilisés. Mais elle peut aussi créer des forces armées extrêmement puissantes. Et des forces armées puissantes possèdent leur propre dynamique politique. Des soldats entraînés à combattre. Des généraux habitués à exercer l'autorité. Des institutions militaires hautement organisées. Ces éléments peuvent représenter une force politique significative au sein d'un pays. Historiquement, de nombreuses sociétés militarisées ont été confrontées à ce problème. Lorsque l'armée devient l'institution dominante, elle peut commencer à rivaliser avec le pouvoir civil. Coup d'État, rébellion militaire, lutte interne pour le contrôle du gouvernement. Ces événements apparaissent de manière récurrente dans l'histoire. Cette contradiction soulève une question cruciale. Une société fondée sur une mobilisation militaire permanente peut-elle rester politiquement stable? Ou crée-t-elle inévitablement des forces internes difficiles à contrôler? Cette question devient encore plus complexe lorsque l'on prend en compte le facteur du leadership. Les systèmes politiques fortement centralisés dépendent souvent de l'autorité d'un leader dominant. Un leader capable d'équilibrer différents groupes de pouvoir, de contrôler les élites politiques et de maintenir la discipline au sein des institutions militaires. Tant que ce leader reste au pouvoir, le système peut sembler solide. Mais lorsqu'il disparaît, la situation peut changer rapidement. Des factions rivales peuvent émerger. Des conflits internes peuvent éclater. Et les structures politiques peuvent se fragmenter. C'est pourquoi de nombreux analystes considèrent la succession du leadership comme l'un des moments les plus délicats pour tout régime politique, en particulier les régimes hautement personnalistes. Dans ces systèmes, l'autorité n'est pas distribuée à travers des institutions stables. Elle est concentrée entre les mains d'une seule personne.
Lorsque cette personne disparaît, une question inévitable surgit. Qui prend le contrôle? Et comment éviter que la lutte pour le pouvoir ne détruise le système lui-même? Dans le cas de la Russie contemporaine, cette question apparaît fréquemment dans les analyses géopolitiques. La stabilité politique actuelle est profondément liée au leadership de Vladimir Poutine. Son autorité s'est consolidée au fil des décennies. Son influence traverse les institutions militaires, politiques et économiques. Mais aucun leader ne reste au pouvoir indéfiniment. Et lorsque cette phase prendra fin, la Russie fera face à un moment décisif. Un moment qui pourra définir l'avenir du pays pour de nombreuses décennies. Si les institutions sont suffisamment solides, la transition pourra se produire de manière relativement stable. Mais si le système dépend excessivement d'un leadership individuel, des tensions accumulées peuvent émerger avec force. C'est peut-être là la véritable question derrière toutes ces théories. Non seulement l'avenir de la Russie, mais le destin de tout système politique hautement centralisé. Car, en fin de compte, le test le plus difficile d'un régime ne se produit jamais au sommet de sa puissance. Il se produit lors de la succession. Si nous acceptons provisoirement cette interprétation du poutinisme, alors une question encore plus profonde se pose. Si la guerre peut réellement fonctionner comme un mécanisme de renouvellement social, ou si, à long terme, elle détruit inévitablement ce qu'elle cherche à préserver. Ce doute apparaît de manière répétée dans l'histoire. Les civilisations qui se sont organisées autour de la guerre ont souvent atteint une puissance militaire immense. Mais elles ont aussi affronté des cycles constants d'instabilité. La logique de la société guerrière repose sur une observation simple. Lorsqu'une communauté fait face à un danger commun, ses divisions internes diminuent. Différences politiques, conflits sociaux, rivalités régionales. Tout cela tend à être temporairement suspendu. La survie collective devient la priorité. Ce phénomène est connu depuis longtemps. Lors de grandes guerres, des populations entières démontrent souvent des niveaux extraordinaires de coopération. Les industries se réorganisent. Les citoyens acceptent des sacrifices. Les gouvernements étendent leur autorité. Le pays tout entier entre en état de mobilisation. Dans ce sens, la guerre peut réellement créer de la cohésion. Elle peut générer de la discipline. Elle peut produire un puissant sentiment de finalité collective. Mais ce même processus possède aussi un côté dangereux. Car les sociétés organisées en permanence autour de la guerre tendent à développer des structures extrêmement rigides. L'économie commence à dépendre de la production militaire. La politique commence à dépendre de la mobilisation permanente. Et le système entier commence à nécessiter des conflits constants pour se maintenir. Cette dynamique peut créer un cycle difficile à interrompre. Si l'économie dépend de la guerre, si l'identité nationale dépend de la guerre, si la légitimité politique dépend de la guerre, alors la paix peut devenir un problème. Historiquement, ce type de structure a conduit certains régimes à rechercher des conflits successifs. Chaque victoire exigeait de nouveaux objectifs. Chaque mobilisation exigeait de nouveaux ennemis. Et chaque expansion créait de nouvelles frontières instables. C'est exactement ce type de logique qui a conduit certains empires à s'étendre continuellement. Rome à certaines périodes de son histoire. L'Allemagne durant le régime nazi. D'autres puissances ayant poursuivi une croissance territoriale constante. Mais cette stratégie a presque toujours rencontré des limites. Les ressources s'épuisent. Les populations se fatiguent. Et les résistances extérieures commencent à croître. C'est pourquoi de nombreux historiens décrivent les guerres expansionnistes prolongées comme des systèmes instables. Elles peuvent fonctionner pendant un certain temps, mais finissent souvent par créer des crises internes ou des confrontations extérieures dévastatrices. Dans le cas de la Russie contemporaine, certains analystes soulèvent précisément cette inquiétude. Si une société s'organise autour d'une mobilisation permanente, elle peut faire face à des pressions croissantes au fil du temps. Pression économique, pression démographique, pression politique. Un autre élément important concerne la nature de l'économie moderne. Les guerres prolongées exigent d'énormes quantités de ressources. Énergie, métaux, technologie, production industrielle. Maintenir une économie militarisée peut générer une croissance temporaire. Mais elle peut aussi détourner des investissements de secteurs civils essentiels. Éducation,
Infrastructure. Innovation technologique. En outre, il y a la question démographique. Les conflits prolongés affectent généralement particulièrement les populations jeunes. Soldats, travailleurs, familles. Au fil des décennies, cet impact peut profondément modifier la structure sociale d'un pays. Ces facteurs soulèvent une question stratégique centrale. Une société fondée sur une mobilisation militaire constante peut-elle rester compétitive dans un monde hautement technologique et économiquement interdépendant? Ou risque-t-elle de s'isoler progressivement? Cette question devient encore plus complexe lorsque nous considérons le contexte international actuel. Le monde évolue lentement vers un système multipolaire. Plusieurs centres de pouvoir émergent simultanément. États-Unis, Chine, Union européenne, Russie, d'autres puissances régionales. Dans ce type de système, les conflits directs entre grandes puissances deviennent extrêmement dangereux, surtout en raison de l'existence d'arsenaux nucléaires. C'est pourquoi les affrontements ont souvent lieu de manière indirecte. Influence régionale, technologie, économie, information. Cette réalité peut fortement limiter les stratégies fondées sur des confrontations militaires constantes, car chaque conflit local comporte un risque d'escalade. Et toute escalade entre puissances nucléaires peut avoir des conséquences imprévisibles. Mais il existe encore un dernier élément dans cette équation. La succession du leadership. Comme nous l'avons vu précédemment, les systèmes politiques hautement personnalistes rencontrent souvent des difficultés lorsque le leader dominant quitte le pouvoir. Les institutions doivent assumer des responsabilités. De nouveaux leaders doivent émerger. Les équilibres internes doivent être reconstruits. Si ces transitions sont mal gérées, des rivalités internes peuvent apparaître. Fions politiques. Conflits entre élites. Conflits entre institutions. Dans des cas extrêmes, l'État lui-même peut se fragmenter. Ce type de scénario s'est déjà produit à de nombreuses reprises dans l'histoire. En particulier dans des régimes où une grande partie de la stabilité dépendait de l'autorité personnelle d'un leader. C'est pourquoi certains analystes affirment que le véritable test de tout système politique ne se produit pas durant sa période de plus grande puissance. Il se produit durant la transition, lorsque le leader central disparaît, lorsque de nouvelles forces commencent à rivaliser pour l'influence, lorsque l'avenir du système doit être redéfini. Si les institutions sont solides, le système peut survivre. Si elles sont fragiles, la transition peut devenir turbulente. Dans le cas de la Russie, ces questions restent ouvertes. Personne ne sait exactement comment le système politique évoluera dans les prochaines décennies. Mais une chose est certaine. L'histoire montre à plusieurs reprises que le destin d'une nation n'est que rarement déterminé uniquement par des guerres extérieures. Il dépend surtout de la manière dont cette société organise son propre pouvoir. Et c'est précisément pour cela que les débats sur des idéologies comme le Moussin-Poutinisme continuent de susciter autant d'intérêt parmi les analystes géopolitiques. Car, au fond, ces idées ne concernent pas seulement la Russie. Elles reflètent un débat beaucoup plus large, sur le rôle de la guerre, sur la nature des sociétés modernes, et sur la manière dont les nations tentent de trouver un sens et un objectif dans un monde de plus en plus incertain. Peut-être est-ce précisément à ce point que cette discussion devient la plus pertinente. Elle nous oblige à nous poser une question. Quel type de société voulons-nous construire? Une société fondée sur la consommation? Ou une société mobilisée en permanence pour le conflit? Et cette question, tôt ou tard, finit par atteindre toutes les nations. Si nous poussons cette théorie jusqu'à ses dernières conséquences, nous arrivons à une conclusion inquiétante. Une société organisée en permanence autour de la guerre a besoin de quelque chose d'essentiel pour fonctionner. Une autorité centrale. Un leadership fort. Une figure capable de diriger l'énergie collective. Sans cette figure, la logique même de la mobilisation permanente peut se retourner contre le système. Historiquement, les sociétés hautement militarisées ont presque toujours dépendu de leaders très puissants. Rois, empereurs, généraux dominants. Des figures capables de contrôler différents centres de pouvoir. En particulier l'armée elle-même. Car lorsqu'une société entière s'organise autour d'une logique guerrière,
Le pouvoir militaire devient immense. Des soldats armés, des généraux expérimentés, des institutions militaires extrêmement disciplinées. Ce type de structure peut être une grande force externe, mais aussi représenter un risque interne. En l'absence d'une autorité centrale incontestée, différentes factions peuvent commencer à se disputer le contrôle. Les généraux peuvent entrer en compétition entre eux. Les élites politiques peuvent tenter de s'emparer du pouvoir. Et le système peut se fragmenter rapidement. C'est un problème classique dans les sociétés fondées sur une culture guerrière. Tant qu'un leader fort existe, l'unité peut sembler solide. Mais lorsque ce leader disparaît, les tensions accumulées peuvent exploser. L'histoire enregistre de nombreux exemples de ce phénomène. Des empires restés stables pendant des décennies sous un leader dominant, mais qui sont entrés en conflit interne peu après sa mort. C'est précisément ici qu'apparaît ce que certains analystes considèrent comme la plus grande vulnérabilité du système politique russe contemporain. La question de la succession. Le système actuel de pouvoir en Russie a été façonné au fil de nombreuses années sous le leadership de Vladimir Poutine. Son autorité politique, son contrôle sur les institutions et sa capacité à équilibrer différentes élites jouent un rôle central dans la stabilité du régime. Mais aucun leader ne reste éternellement. Et lorsqu'une figure centrale domine un système pendant longtemps, la succession devient un moment particulièrement délicat. Qui prend le contrôle? Comment maintenir l'unité entre différents centres de pouvoir? Comment éviter des conflits entre factions militaires, politiques et économiques? Selon certaines analyses, cela pourrait être la véritable faiblesse structurelle de la Russie contemporaine. Pas nécessairement son économie, ni son armée, mais l'avenir après le leadership actuel. Si une société entière est organisée autour d'une mobilisation permanente pour le conflit, cette mobilisation exige une direction, coordination, discipline. Sans cela, des forces militaires puissantes peuvent commencer à agir de manière indépendante. Les généraux peuvent contester l'autorité. Les régions peuvent chercher plus d'autonomie. Et l'État lui-même peut faire face à des pressions centrifuges. Dans des systèmes hautement centralisés, ce type de transition peut être particulièrement dangereux, car les institutions ne sont souvent pas conçues pour fonctionner sans la figure dominante qui les maintenait unies. Cette inquiétude n'est pas propre à la Russie. Elle apparaît dans de nombreux systèmes politiques à travers l'histoire, chaque fois qu'une grande partie de la stabilité dépend de l'autorité d'un seul leader. Lorsque ce leader disparaît, deux scénarios sont possibles. Si des institutions solides existent, la transition peut se dérouler de manière relativement stable. Mais si le système est excessivement personnaliste, des conflits internes peuvent émerger rapidement. Certains analystes affirment que les sociétés organisées autour d'une mobilisation militaire permanente font face précisément à ce dilemme. Elles ont besoin de leaders forts. Mais des leaders très forts peuvent affaiblir des institutions indépendantes. Et lorsque ces leaders disparaissent, le système peut se retrouver sans mécanisme clair de succession. Ce paradoxe est au cœur de nombreuses discussions sur l'avenir de la Russie. D'un côté, le leadership actuel a réussi à restaurer la stabilité après le chaos des années 1990, à réorganiser les institutions, à renforcer le pouvoir de l'État et à consolider une identité nationale plus affirmée. D'un autre côté, plus un système s'identifie à un seul leader, plus sa transition future peut devenir complexe. Et ce moment de transition peut définir le destin d'un pays pour des générations. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un effondrement soit inévitable. Les États peuvent adapter leurs institutions, créer des mécanismes de succession, et garantir une continuité politique. Mais plus un système est centralisé, plus le défi tend à être grand. C'est pourquoi certains analystes suggèrent que le véritable test du Yunchiputinismen n'a pas encore eu lieu. Il ne se produira pas au sommet de la mobilisation, ni pendant les conflits extérieurs. Il se produira au moment où le leadership actuel quittera le pouvoir. C'est à ce moment-là que l'on verra si le système a réussi à construire des institutions capables de survivre au-delà d'un seul leader, ou si des tensions internes commenceront à émerger. Cette question reste sans réponse, car l'histoire est encore en cours. Et l'avenir de la Russie dépendra non seulement des guerres ou des disputes géopolitiques,
mais aussi de la manière dont son propre système politique évoluera dans les années à venir. Peut-être est-ce là la leçon finale de toute cette discussion. Les grandes puissances ne sont pas définies uniquement par leurs forces militaires. Elles sont définies par leur capacité à gérer le pouvoir au fil du temps. Surtout dans les moments les plus délicats. Les moments de transition. Et c'est précisément dans ces moments que le destin d'une nation peut changer complètement. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Comment une civilisation contrôle-t-elle des millions de personnes sans qu'elle s'en rende compte? Cette question traverse l'histoire depuis les premières sociétés humaines. La Chine, la vallée de l'Indus, la Mésopotamie et l'Égypte n'ont pas seulement survécu, elles ont dominé. Chacune a trouvé une solution différente au même problème fondamental. Le contrôle social. En Chine, la réponse fut la bureaucratie. Un système rigoureux basé sur des examens qui orientaient toute l'énergie de la population. Pendant des siècles, des familles entières vivaient avec un seul objectif. Faire en sorte que leurs enfants réussissent les examens impériaux. Ce mécanisme créait ordre, prévisibilité et stabilité. Curieusement, ce modèle existe encore aujourd'hui, simplement sous un autre nom. Dans la vallée de l'Indus, la stratégie était complètement différente. Là, le contrôle ne venait pas de la compétition, mais de l'égalité. Une religion basée sur l'harmonie, la paix et l'équilibre social façonnait la société. Ce système deviendrait plus tard la base de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le bouddhisme. Déjà en Mésopotamie, le scénario était différent. Sans barrière naturelle, la guerre est devenue inévitable. L'instabilité externe générait une cohésion interne. La survie collective dépendait du conflit constant. Et puis, l'Égypte. Une civilisation qui a porté le contrôle à un niveau radicalement différent. Là, le pouvoir n'était pas seulement politique. Il était divin. Le pharaon ne gouvernait pas seulement comme un leader. Il était considéré comme un dieu vivant. Mais il y avait un problème silencieux dans cette structure. Le pharaon était humain. Et un humain au sommet d'un empire absolu vit sous une menace constante. Complot, trahison, conflit interne. La question change alors. Qu'est-ce qui définit réellement un grand leader? En surface, nous apprenons des réponses familières. Responsabilité, sagesse, empathie, connaissance. Mais l'histoire semble pointer dans une autre direction. Une direction inconfortable. Les grands leaders ne sont pas seulement préparés. Ils sont façonnés pour survivre dans des environnements extrêmes. Et, pour cela, 3 caractéristiques émergent de manière récurrente. La première est l'imprévisibilité. Un leader qui ne peut pas être prévu, ne peut pas être facilement manipulé. La deuxième est une forte tolérance au stress. Pression, critique, haine. Tout devient secondaire. Et la troisième est l'absence d'empathie. La capacité de prendre des décisions sans être paralysé par la souffrance des autres. Ces 3 caractéristiques, lorsqu'elles sont combinées, forment quelque chose de plus profond. Un état psychologique spécifique. Une rupture interne. Nous appelons cela la dissociation. La dissociation n'est pas seulement un concept clinique. C'est un mécanisme mental puissant. C'est la capacité de se séparer de sa propre expérience. D'observer soi-même comme si l'on était une autre personne. Comme un spectateur à l'intérieur de son propre corps. Cet état crée une distance émotionnelle qui permet des actions impossibles pour la plupart des gens. Et c'est précisément cette distance qui transforme le comportement. L'imprévisibilité apparaît parce qu'il n'existe pas de AM ou AIE fixe. La tolérance au stress émerge parce que la douleur n'est pas ressentie de la même manière. Et le manque d'empathie se manifeste parce que l'autre cesse d'être perçu comme un égal. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il?
La réponse peut se trouver dans quelque chose d'encore plus complexe. La dynamique des jeux sociaux. Dans des systèmes avec des millions d'individus, gagner ne dépend pas seulement de la compétence. Cela dépend du positionnement. Alliance, intérêt caché, connexion invisible. Le véritable pouvoir réside dans la capacité d'occuper plusieurs espaces en même temps. Mais cela crée un problème. La loyauté. Si tu appartiens à plusieurs groupes, comment éviter d'être contrôlé par l'un d'eux? La solution est de fragmenter sa propre identité. Créer différentes versions de soi pour chaque contexte. Une personne dans chaque environnement. Un esprit qui s'adapte constamment. Ce type d'esprit ne peut pas être facilement compris. Et, par conséquent, ne peut pas être facilement dominé. Maintenant, reviens à l'Égypte. Si le pharaon est au pouvoir, comment le transformer en ce type d'esprit? Comment créer de multiples identités à l'intérieur d'une seule personne? La réponse peut se trouver dans quelque chose qui à première vue semble seulement symbolique. La mythologie. Ra, Osiris et Horus ne sont pas seulement des personnages. Ils représentent des états psychologiques distincts. Ra incarne le héros absolu. La force qui affronte le chaos chaque jour. Osiris représente la victime. Celui qui souffre, est trahi, et détruit. Et Horus symbolise la vengeance. La réponse active face à l'injustice. 3 archétypes. 3 identités. Mais si ce n'était pas seulement une histoire? Et si c'était un scénario? Un système destiné à être joué, vécu et intériorisé? Parce que, en Égypte, le pharaon ne croyait pas seulement en ses dieux. Il les devenait. À travers des rituels, des expériences intenses et des états modifiés de conscience. L'objectif n'était pas d'enseigner. C'était de reprogrammer. Créer des souvenirs qui n'étaient pas seulement rappelés, mais ressentis comme réels. Ici entre en jeu un concept crucial. La réalité n'est pas perçue directement. Elle est interprétée par l'esprit. Si tu contrôles l'expérience de quelqu'un, tu contrôles ses souvenirs. Et si tu contrôles ses souvenirs, tu contrôles qui cette personne est. Cette idée, discutée par des philosophes comme Kant, révèle une limite fondamentale. Nous ne pouvons pas accéder à la réalité en soi, seulement à ce que nous en percevons. Cela ouvre une possibilité troublante. Si la perception peut être manipulée, l'identité peut l'être aussi. Et c'est exactement à ce point qu'émerge l'un des mécanismes les plus controversés. La programmation humaine. Des expériences intenses, combinées à des états altérés, peuvent créer des impressions profondes. Si profondes qu'elles dépassent la conscience, et commencent à opérer dans le subconscient, transformant le comportement, les décisions et les réactions, sans que la personne ne s'en rende compte. Cette logique n'est pas seulement théorique. Elle explique pourquoi l'entraînement extrême fonctionne. Pourquoi la répétition façonne les compétences. Et pourquoi certaines réponses semblent automatiques. Mais, dans le cas de l'Égypte, cela a peut-être été bien plus loin, bien au-delà de l'entraînement, bien au-delà de l'éducation. Peut-être que cela a touché quelque chose de plus profond, quelque chose qui redéfinit complètement ce que nous entendons par identité. Et si l'esprit humain pouvait être façonné comme un système, programmable, cette idée peut sembler extrême. Mais, lorsque nous observons certains schémas historiques, elle commence à faire sens. Dans l'Égypte ancienne, le pouvoir n'était pas seulement hérité. Il devait être maintenu. Et maintenir le pouvoir exigeait quelque chose de plus que la force ou l'intelligence. Cela exigeait un contrôle interne absolu. Le type de contrôle qui ne vacille pas face à la peur, à la douleur ou au doute. Mais comment créer cela chez un être humain? Une réponse possible se trouve dans la combinaison de 2 éléments extrêmes. Expérience intense et état altéré de conscience. Rituels. Selon cette interprétation, le pharaon ne se contentait pas d'observer la mythologie. Il la vivait. Sous des effets qui amplifiaient la perception, chaque événement était ressenti comme réel. Chaque douleur, chaque peur, chaque action. La frontière entre imagination et réalité disparaissait. Et dans cet état, quelque chose de profond se produisait. L'identité commençait à se fragmenter. Imagine être amené à croire que tu es Ra, le dieu qui combat chaque nuit le chaos. Tu fais face à une menace, tu attaques, tu détruis. Tu ressens le pouvoir, la responsabilité, la nécessité de vaincre. Maintenant, imagine être Osiris. Trahi, emprisonné, détruit. Une expérience de vulnérabilité extrême. Et ensuite, Horus. La réponse. La vengeance. La reprise du contrôle.
Chaque rôle vécu non comme une histoire, mais comme une mémoire réelle. Le résultat n'est pas un apprentissage. C'est une transformation. L'esprit commence à fonctionner avec plusieurs centres d'identité. Chacun activé par un contexte, une émotion ou un stimulus. Et ici, entre un détail crucial. Le déclencheur. Certains stimuli sensoriels peuvent activer des états spécifiques de l'esprit. Parmi eux, l'un des plus puissants est l'odorat. Les odeurs ont un lien direct avec la mémoire et l'émotion. Un arôme spécifique peut éveiller des sensations profondes, instantanément. Si différentes identités sont associées à différents stimuli, alors il est possible de les activer à la demande. Un leader apparemment stable peut changer complètement de comportement sans s'en rendre compte. Mais il existe un autre élément encore plus délicat dans ce système, la dépendance. Lors d'expériences intenses, en particulier sous l'effet du traumatisme, l'esprit cherche un point d'ancrage, quelqu'un qui représente la sécurité. Dans le contexte égyptien, cette figure était Isis, pas seulement comme déesse, mais comme une présence active à l'intérieur du rituel. Une voix, une figure, un soutien émotionnel. Avec le temps, cette présence devient essentielle. L'esprit commence à associer la sécurité, l'orientation et la confiance à cette figure. Et cela crée quelque chose de puissant. L'influence. Si cette Ega voix peut accéder au pharaon dans des états vulnérables, alors elle peut guider ses décisions. Sans résistance. Sans remise en question. Ce type de structure ne dépend pas d'une force externe. Il opère de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, élargis cette logique. Et si cela ne se limitait pas à l'Égypte? Et si, à un certain niveau, nous fonctionnions tous de manière similaire? Dans la pratique, nous le faisons déjà. Nous sommes des personnes différentes, selon les contextes. À la maison, au travail, entre amis. Chaque environnement active des comportements spécifiques. Chaque situation éveille une version différente de nous-mêmes. Ce n'est pas une dissociation extrême, mais c'est une forme légère du même mécanisme. Un environnement façonne l'identité active. Et cela révèle quelque chose d'important. L'esprit humain est hautement adaptable. Et par conséquent, influençable. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Considère un exemple simple. Un athlète de haut niveau. Des années d'entraînement ont façonné ses réflexes, sa perception, sa réponse. Maintenant, imagine qu'il perde toute sa mémoire consciente. Il oublie qui il est. Il oublie son histoire. Mais, en entrant sur le terrain, son corps réagit toujours. Parce que l'entraînement ne se trouve pas seulement dans la mémoire consciente. Il se trouve dans le subconscient. Dans le système automatique. C'est le point clé. Si le comportement peut être conditionné, alors, l'identité peut aussi être influencée. Et dans des contextes extrêmes, même orientés. Cette ligne de pensée mène à une conclusion troublante. Avec les bons stimuli, la répétition et l'intensité, il est possible de façonner des réponses automatiques. Créer des schémas qui s'activent sans décision consciente. Cela soulève des hypothèses controversées. Sur le contrôle. Sur le conditionnement. Sur les limites de l'autonomie humaine. Mais il est important de garder un point clair. Une grande partie de ce qui est décrit ici est interprétative. Une lecture possible. Pas une affirmation définitive. Malgré cela, un élément traverse toute cette discussion. L'expérience de mort imminente. Des récits de personnes qui ont été proches de la mort et qui sont revenus. Ces expériences ont quelque chose en commun. Une sensation de sortie du corps. Un état de paix intense. Et, souvent, une révision complète de leur propre vie. Comme si chaque action était revécue, mais en ressentant maintenant l'impact causé aux autres. Ce type d'expérience modifie profondément la perception. Les valeurs changent. Les priorités changent. L'identité elle-même peut être reconfigurée. Maintenant, relie cela à ce que nous avons vu auparavant. Des états extrêmes peuvent reprogrammer l'esprit. Et cela soulève une hypothèse. Ces états auraient-ils été utilisés intentionnellement dans le passé comme des outils de transformation? Ou auraient-ils été simplement des découvertes accidentelles, interprétées ensuite? La réponse n'est pas claire. Mais la question demeure. Si l'esprit peut être façonné par l'expérience, alors celui qui contrôle l'expérience contrôle le résultat. Et cela nous ramène au point central. Le pouvoir. Pas seulement comme une autorité externe, mais comme une maîtrise interne. Une maîtrise de la peur, de la douleur, de l'identité
et de la perception. Peut-être est-ce cela qui distingue les leaders ordinaires de ceux qui traversent l'histoire. Pas nécessairement plus intelligents, mais structurés différemment. Capables d'opérer là où d'autres s'effondreraient. Capables d'agir là où d'autres hésiteraient. Et, surtout, capables de se déconnecter. À partir de ce point, la question cesse d'être historique et devient personnelle. Parce que, si ces mécanismes existent à un certain niveau, alors ils n'appartiennent pas seulement au passé. Ils font partie de la structure de l'esprit humain. Et cela change complètement la manière dont nous percevons le comportement. Ce que nous appelons une décision peut ne pas être totalement conscient. Ce que nous appelons identité peut ne pas être totalement fixe. L'esprit n'est pas une entité unique et stable. C'est un système dynamique, composé de multiples états. Et ces états peuvent être activés. Si tu observes attentivement, tu le remarqueras au quotidien. Il y a des moments où tu réagis avec calme. D'autres, avec impulsivité. Parfois, tu es rationnel. D'autres fois, émotionnel. Et à certains moments, tu agis de façon que tu ne reconnais même pas ensuite. Comme si tu avais été une autre personne. Ce n'est pas normal. C'est le fonctionnement naturel de l'esprit dans différents contextes. Mais lorsque ce processus est intensifié, il peut devenir quelque chose de bien plus profond. Maintenant revient à l'idée de conditionnement. Si un stimulus est répété plusieurs fois, associé à une émotion spécifique, il crée une réponse automatique. C'est la base de pratiquement tout apprentissage. Mais cela peut aussi être la base de quelque chose de plus sophistiqué. La programmation comportementale. Un son, un mot, une odeur peuvent activer des états internes spécifiques. Et plus le processus d'association est intense, plus la réponse sera forte. Cela explique pourquoi certains environnements modifient complètement le comportement des gens. Pourquoi les foules agissent différemment des individus. Pourquoi les symboles ont tant de pouvoir. Et pourquoi les récits peuvent mobiliser des sociétés entières. Maintenant, imagine ce principe appliqué de manière intentionnelle. Pas seulement pour enseigner, mais pour modeler. Pour créer des schémas internes qui fonctionnent automatiquement. À partir de ce point, apparaît une ligne délicate entre influence et contrôle. Parce que, si une personne réagit automatiquement à certains stimuli, jusqu'à quel point choisit-elle réellement? Cette question n'a pas de réponse simple. Mais elle révèle quelque chose d'essentiel. L'autonomie humaine peut être plus limitée que nous l'imaginons. Cela nous amène à un autre aspect central. Le traumatisme. Les expériences intenses, en particulier celles qui impliquent la peur, la douleur ou le choc, ont un impact beaucoup plus profond sur l'esprit. Elles ne sont pas seulement mémorisées. Elles sont enregistrées à des niveaux plus profonds. Et souvent, fragmentent la perception, créant des lacunes, des séparations internes, ou même des versions distinctes de réponses. Ce processus est directement lié à la dissociation. L'esprit se détache de l'expérience pour pouvoir la supporter. Mais en faisant cela, il crée une division. Une partie ressent, une autre observe. Et cette division peut être réutilisée. Si cette structure est répétée et renforcée, elle cesse d'être une réaction et devient un modèle, un mécanisme permanent. Et à partir de là, l'identité cesse d'être une ligne continue. Elle devient un ensemble d'états. Des états qui peuvent être activés, désactivés, combinés. Cela ne signifie pas nécessairement une perte de contrôle. Mais cela signifie que le contrôle peut être influencé. Maintenant, relie cela à quelque chose d'encore plus vaste. La culture, les religions, les systèmes éducatifs, les traditions, tous fonctionnent par répétition, symboles et expériences partagées. Ils créent une identité collective. Ils façonnent le comportement. Ils définissent ce qui est acceptable, souhaitable ou condamnable. Et ils le font d'une manière si profonde que nous le remarquons rarement. Parce que, pour ceux qui sont à l'intérieur, cela semble naturel. Peut-être que c'est le point le plus important. La plus grande forme d'influence n'est pas celle qui s'impose. C'est celle qui s'intègre. Qui devient invisible. Qui est perçu comme faisant partie de ce que nous sommes. Et, lorsque cela se produit, il n'y a pas de résistance. Parce qu'il n'y a pas de perception de contrôle. Mais cela ne mène pas nécessairement à une conclusion négative. En réalité, cela ouvre une possibilité. Si l'esprit peut être façonné, il peut aussi être compris. Et,
Une fois compris, il peut être orienté de manière consciente. La différence réside dans la conscience du processus. Entre être guidé et guidé, peut-être que les anciens ont découvert des fragments de ce fonctionnement, peut-être ont-ils exploré, testé, expérimenté. Peut-être une partie a été perdue et une autre a évolué. Mais une chose demeure. L'esprit humain continue d'être l'un des systèmes les plus complexes qui existent. Et, en même temps, l'un des plus vulnérables. Vulnérable à l'expérience, à la répétition, à la narration, et à ce que nous choisissons de croire. Au final, la question ne concerne pas seulement les pharaons, les leaders ou les civilisations anciennes. Elle nous concerne. La façon dont nous pensons, la façon dont nous ressentons, et la façon dont nous devenons ce que nous sommes. Parce que, s'il existe un ego secret yo dans tout cela, peut-être qu'il n'est pas caché. Peut-être qu'il est en train de se produire tout le temps. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés. Mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.